Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait 2 ans que Joël essaye de me faire venir ici. Ça n'a jamais été très évident à organiser par rapport à mon emploi du temps et je suis très content d'être ici puisque depuis que je suis arrivé ce matin, j'ai pu voir pas mal de personnes que je connaissais. Et ça va être l'occasion de partager avec vous un thème qui m'est cher et qui me semble vraiment important pour l'ensemble des entraîneurs. Celui que vous avez pu avoir sur le programme qui est celui de l'intelligence émotionnelle. On va voir petit à petit, on va cheminer dans la matinée là-dessus et vous verrez ce qu'on peut mettre derrière ces mots-là. Donc un des objectifs consistera à confirmer des recettes, c'est-à-dire que vous avez tous des savoir-faire, vous avez tous des compétences, vous savez comment vous faites dans le relationnel avec vos joueurs pour les coacher, pour les manager. L'idée, ça va être peut-être de mettre un petit peu de concept derrière tout ça et de voir comment vous l'organisez. On va donc parler dans un premier temps d'une petite présentation très synthétique qui peut nous permettre de nous accorder sur ce que sont les compétences du coach. Ensuite, on va donc balayer un peu cette histoire de l'intelligence émotionnelle. Et pour finir, on ira vers le concept de l'assertivité. Alors, quelques principes de base. L'approche du coach a beaucoup changé toutes ces dernières années. Et on s'aperçoit maintenant qu'un coach n'est plus forcément un hiérarchique. Peut-être que certains présidents qui seraient présents ici en seraient étonnés, mais on peut très bien manager son président. Il n'y a pas forcément d'aspect hiérarchique là-dessus. Les relations d'autorité, de collaboration et de partenariat ont vraiment évolué et la place du coach devient centrale sur ce point. Le challenge principal qu'on attend du coach, c'est de planifier, d'organiser les priorités, mais aussi d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire. Il fut un temps, on avait pour modèle l'image d'un coach parfait qui était capable de tout organiser, de tout planifier, de tout prévoir, de tout anticiper. Avec l'expérience, et je pense que vous vous en rendez compte vous aussi, c'est difficile d'atteindre ce type d'objectif. La perfection n'existe pas. Au même titre que les joueurs perdent des ballons sur le terrain, les coachs font des erreurs, on le sait. Donc, déjà, se dire j'ai des priorités qu'il me faut tenter d'atteindre, c'est déjà une bonne chose. Le coach aussi, c'est quelqu'un qui nécessairement doit avoir une prise de recul permanente. Souvent, vous le voyez, peut-être que vous le ressentez vous-même dans votre propre pratique, on a l'impression qu'on est parfois des cocottes minutes, qu'on est trop en phase avec ce qui se passe, qu'on réagit vertement sur les erreurs, sur ce qui se passe positivement, sur les décisions des arbitres, sur plein d'événements qui sont périphériques au match. Et une des qualités essentielles, c'est vraiment celle d'être capable, le plus souvent possible, parce qu'encore une fois, on fera tous toujours des erreurs, de prendre du recul, de prendre la hauteur sur les événements et sur le quotidien. Une autre de ces qualités, évidemment, c'est aussi de s'adapter à tout ce qui se présente devant nous. Et Dieu sait qu'avec les différents événements qu'on ne contrôle pas, on reviendra sur le sentiment de contrôle dans la matinée, il se passe sans cesse, quand on est tant à l'entraînement qu'en match, de nouveaux événements qui nous amènent à être obligés de réagir. On avait planifié des choses, ça ne se déroule pas comme prévu, et finalement, il faut tout de suite rebondir, essayer de remettre en place un nouveau plan. Et là, les coachs sont véritablement attendus sur ce point-là. Et enfin, dernier point que je vous propose sur cette slide, c'est passer de la cohésion à la cohérence. Vous pouvez voir autour de vous et essayer à chaque fois que j'essaye de vous faire passer des idées, de vous représenter comment ça se passe, soit dans votre propre pratique, soit dans votre environnement. On est passé des staffs qui essaient d'être constitués par des gens qui sont tous similaires, qui sont quasiment des clones. Je vais m'assurer de prendre un assistant qui sera exactement mon propre reflet. Donc d'une part, il ne me prendra pas ma place, tant mieux. Surtout, il ne me contredira pas, et là, pas tant mieux, parce que si on n'a pas de contradiction, si on n'a pas d'opposition, un peu de friction de temps en temps, on ne peut pas y arriver. Donc l'idée est vraiment d'essayer d'associer les gens avec qui on travaille comme étant des gens qui sont complémentaires de nous, parfois différents, avec lesquels on s'accrochera s'il le faut, le but étant de partager des avis et d'arriver vers le plus de performances possible. Alors il y a plein de façons de présenter quelles peuvent être les compétences du coach. J'ai choisi de le faire avec des petits superlatifs super. Vous pourriez me dire, c'est pas ça, c'est autrement, c'est différent, et il y en a d'autres, pas de souci là-dessus. Je vous propose de découvrir ce que j'ai à vous amener ce matin. Un point important, c'est que là où on attend vraiment le coach, c'est dans ses potentialités à intervenir dans l'urgence. Il y a un paquet de coachs qui, quand tout se passe bien, quand on gagne les matchs, quand les joueurs ne se blessent pas, quand on n'est pas soumis à différents types de pression, apparaissent comme être d'excellents coachs. Ce qui fait le distinguo entre le coach moyen ou le coach bon et celui qui vraiment est un niveau au-dessus, c'est sa capacité à résister au stress et donc avoir une stabilité émotionnelle qui ne fluctuera pas. La stabilité émotionnelle, je vous rappelle, c'est
Quand tout se passe bien, voire quand on a beaucoup de résultats, on n'est pas euphorique, on ne saute pas au plafond, on n'en rajoute pas. Simplement, on est heureux, on apprécie le travail qu'on a fait, et ça, c'est important. Mais aussi, la stabilité émotionnelle, c'est quand ça se passe mal, on ne décrète pas l'état d'urgence dans l'instant, on attend avant de communiquer, on essaye de, justement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de prendre du recul et de relativiser, de voir comment les choses vont évoluer. Deuxième point, avoir de la hauteur, avoir une vision globale et prendre ce recul par rapport aux événements qui se présentent. Vraiment essayer de prendre du recul, de ne pas être en prise avec ce qui se passe, être en prise dans l'observation et l'analyse, oui, mais pas forcément dans la prise de décision. Un point qui est essentiel aussi, c'est celui des facteurs de décision. On peut tous être coach, par contre, et vous le savez aussi bien que moi, c'est la prise de décision qui est la chose la plus difficile. Quand vous faites un recrutement et que vous devez recruter un joueur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on décide, allez, c'est celui-ci qu'on va prendre dans l'équipe parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir, dans l'équilibre de ce qu'on a prévu, avoir des performances, on doit décider. Et souvent, une fois qu'on a décidé, on n'est pas forcément sûr de son choix. C'est légitime de douter, de se poser des questions. Néanmoins, si vous voulez coacher et être le performant quel que soit le niveau, parce que ce matin on n'est pas là pour parler que du haut niveau, évidemment qu'on se base sur des modèles issus du haut niveau, mais quel que soit le niveau, vous voulez tous atteindre de la performance, c'est l'acte de trancher, d'arbitrer et de faire preuve de sang-froid qui est fondateur de l'activité du coach. Et c'est quelque chose qui n'est pas anodin parce que souvent, vous savez, on fait des parallèles entre le milieu de l'entreprise et le milieu sportif. Et on s'aperçoit qu'y compris dans les entreprises, les PDG, les DG, les directeurs financiers, etc. ont beaucoup de mal à prendre une décision et à trancher. Et c'est là vraiment qu'on est attendu et que notre crédibilité s'installe. Le quatrième point, c'est l'expérience. Ça ne veut pas dire que quand on est jeune, on ne peut pas être un bon coach. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut essayer de se confronter à différentes situations. Des situations qui, à un moment donné, vont être des situations faciles, des situations hostiles, des situations évolutives. Il faut essayer d'aller, je discutais avec Christian Varsovie ce matin, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres environnements. Toutes ces expériences font de la richesse et nous permettent de comparer ce qu'on est en train de vivre avec des situations qu'on a déjà vécues. C'est le même principe qu'avec des joueurs. Hein. Quand dans les équipes de France, on essaye d'incorporer dans les staffs des jeunes joueurs pour le futur, même s'ils ne participent pas forcément sur les temps de jeu, ils appréhendent ce que c'est qu'une compétition internationale, le stress que ça représente, le type d'arbitrage que c'est. Et ça, c'est des choses qui vont nous aider à grandir petit à petit. Concernant la communication, le cinquième point que je voulais mettre en exergue ce matin, il ne faut jamais oublier que c'est la façon dont un discours qu'on essaye de transmettre est perçu qui finalement restera dans l'esprit des gens. Parfois, on a l'impression qu'on dit des choses, et d'ailleurs on dit « mais ça, je vous l'avais dit ». Ok, peut-être, mais on ne l'a pas forcément dit de la meilleure des façons, de la façon qui permettait d'être entendu par le public qui est devant nous. Vous savez aussi bien que moi qu'on a un groupe de joueuses, de joueurs, qui sont constitués de personnes différentes. Je ne vais pas vous faire le coup de… Il y a des gens qui sont plutôt visuels, d'autres plutôt auditifs, d'autres plutôt kinesthésiques, etc. Mais ça en fait partie quand même si ça a une approche très restrictive des choses. Et quand on a un discours à transmettre, il faut s'assurer qu'il a été entendu et compris par tout le monde. D'où les questions, les feedbacks qu'on essaye de solliciter et ensuite la validation par le groupe qui nous est donné sur le fait que ce qu'on a transmis, ça a été communiqué. Avec cette idée de l'empathie. L'empathie, vous en avez certainement tous déjà entendu parler, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est être dans la posture de se dire « Ok, j'ai transmis cette consigne-là, mais si je me mets à sa place, qu'est-ce qu'il en a entendu? Qu'est-ce qu'il en a reçu ?» Et la plupart du temps, par stress, par pression, par économie de temps, on envoie un message et on ne prend pas le temps, tous autant qu'on est, moi le premier, on ne prend pas systématiquement le temps de s'assurer que le discours qu'on a voulu transmettre a été ressenti comme on voudrait qu'il le soit pour qu'au bout du compte, ça soit bien exécuté. Donc c'est vraiment sur la communication, cette histoire de valider le discours qu'on a transmis qui est importante. Le sixième point, c'est l'exemplarité. Alors je sais, ça fait un peu lieu commun. Évidemment, je suis coach, je dois être exemplaire, je dois montrer ce qu'il faut faire. Mais y compris dans le milieu professionnel, j'entends de temps en temps des exemples d'un coach qui, pendant un échauffement, lit l'équipe, d'un coach qui discute avec quelqu'un qui passe dans le gymnase pendant l'entraînement. Difficile après de demander de l'exemplarité dans les comportements quand on fonctionne comme ça. Quand on demande aux gens de s'entraîner beaucoup, de s'entraîner dur, on doit être le premier à être à la salle avant, on doit être celui qui reste après, on doit préparer ses séances. Je sais que vous allez tous être d'accord avec moi. Ceci dit, avec un minimum d'honnêteté, reconnaissez que parfois on oublie, parfois on arrive un petit peu au dernier moment. Parfois on se dit, bon, c'est bon là, allez, l'entraînement ça va se passer, ça va se faire. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. Si on veut vraiment que nos joueurs et nos joueuses soient les plus impliqués possibles, on se doit de l'être soi-même.
Et la difficulté du job du coach, c'est justement d'être exemplaire à ce niveau-là et d'arriver à montrer que moi-même, je vais me donner à fond et qu'au bout du compte, vous allez suivre le mouvement avec moi. Vous connaissez tout le monde, vous connaissez des coachs qui sont suivis par leurs joueurs ou par leurs joueuses en coûte que coûte, quoi qu'il se passe, et même quand les résultats ne sont pas là, la plupart du temps, c'est uniquement sur l'exemplarité et la faculté d'être communicant et proche de ses troupes qu'on arrive à obtenir ça. Et puis là, j'ai fait un petit mot un petit peu complètement tortueux même. L'idée, c'est de dire, si je suis mou, mon équipe sera molle, c'est sûr. Si je suis dynamique, mon équipe sera dynamique. Si je suis quelqu'un de positif, il y a de fortes chances que j'arrive à emmener tout le monde avec moi. Et par contre, si je baisse les bras et que je suis pessimiste, évidemment, ça va tourner dans ce sens-là. Et là, encore une fois, ce n'est pas une question de charisme. Ce n'est pas une question de grande gueule, parce qu'il y a plein de coachs qui croient que le fait d'être grande gueule, ça permet d'être un grand coach. Absolument pas. Il y a plein de coachs, quels que soient les niveaux, qui ne sont pas des gens qui sont très extravertis, qui sont parfois même introvertis. Par contre, ils ont la capacité de prendre de l'énergie, d'emmener les gens avec eux. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est ce que vous voyez sur les dernières lignes de cette diapo. Quand on est mu par le terrain, par l'engagement, par la pratique, les gens vont nous suivre. Donc, essayez de se dire, je suis comme je suis. Il y a des gens qui sont capables de communiquer fort, d'être très extravertis, d'autres qui sont un peu plus timides. Pour autant, tout le monde peut trouver son style de coaching. Et surtout, quand j'essaye d'entraîner les gens avec moi, avec ma façon d'être, il ne s'agit pas de se transformer et d'essayer d'être le personnage qu'on n'est pas. On finit par, au bout du compte, emmener les gens. Sur ce point-là, je discutais hier avec Philippe Leniam dans la voiture, après le match du HTV, et on discutait de rien à voir avec le match qui avait précédé, simplement dans l'absolu. Un même joueur, quand vous lui collez un coach qui a confiance en lui, qui lui dit « je crois en toi, tu as du potentiel, tu vas y arriver », très clairement, ce joueur-là, il va briller, il va faire des choses qui correspondent à son potentiel, voire vous étonner. Ce même joueur, vous le prenez, vous le mettez dans une autre équipe, vous le mettez avec un coach qui dit « c'est pas mon joueur, moi j'y crois pas à ce joueur, je peux pas le coacher, ça se passe pas bien avec lui », ce joueur-là, il va rien donner, c'est une évidence. Donc quand on entraîne, il n'y a pas 36 choix en fait. On a des joueurs, on les a recrutés ou pas. Parfois, on ne les a pas recrutés, c'est des joueurs qu'on nous confie, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, c'est se dire, si j'ai confiance en ces joueurs et si je leur transmets cette confiance que j'ai, je peux les aider à grandir et à exprimer des choses qu'ils ne feraient pas. Alors que si je les prends et si je commence à critiquer ou me dire non, lui, il ne veut pas, je ne vais pas y arriver. Bien concevoir que l'impact que vous avez dans la transmission de la confiance que vous donnez à vos joueurs, c'est parfois plus crucial que leur qualité intrinsèque. Et ça, ce n'est pas forcément effectivement des choses qui se transmettent, qui s'apprennent dans les formations d'entraîneurs, parce qu'il n'y a pas de recette magique là-dessus. Pour autant, l'avoir à l'esprit et se dire, si je suis exemplaire, comme on l'a vu précédemment, et si j'essaye de lui montrer que je crois en lui, même dans les coups durs, même quand il passe à côté, on pourra faire de grandes choses. Puis, il y a quelque chose qui est important aussi lorsqu'on est entraîneur sur ces aspects de gestion et de management, c'est que parfois, on est dans des situations où on sait ce qu'il faut faire, on sait comment il faut agir. Parfois, on est dans les situations où on le sait et où on veut le faire. L'idéal étant d'arriver à pouvoir agir. Et ce n'est pas si simple que ça, parce que parfois on sait qu'il faut changer un joueur, parfois on sait qu'il faut déprogrammer la séance, parfois on sait que là, il faut mettre en place un clash et un conflit, une rupture. Ça peut être salutaire. Pour autant, d'avoir la volonté de le faire, parce que des fois ça nous coûte, et d'avoir la capacité à le faire, c'est aussi d'être suivi par ses dirigeants et par les autres membres de l'équipe, c'est une autre affaire. Donc, ça veut dire aussi d'être très modeste sur l'approche qu'on peut avoir en termes de management des troupes qui nous sont confiées, d'essayer de se dire « Ok, je sais ce qu'il faut faire dans cette situation, j'ai envie de le faire, il y a des moments où on ne me donne pas les moyens, ok, pour autant je connais les clés, je vais essayer de trouver une autre situation pour évoluer là-dessus. » Sur l'intelligence émotionnelle à proprement parler, est-ce que vous voulez bien, pour me faire un petit retour très rapidement au départ, lever la main ceux qui ont déjà entendu parler de ce concept, s'il vous plaît. Qui a déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle? Ok. Ma main à moi suffit à comptabiliser les mains qui se lèvent. On va essayer de partager ça ensemble. Philippe, oui, tu savais. On a déjà parlé. On va essayer de découvrir ce truc-là. Je ne l'ai pas inventé. C'est un monsieur qui s'appelle Daniel Goleman qui a conceptualisé ça, qui vient des États-Unis. Et vous allez voir, on va dérouler au fur et à mesure. Vous allez voir ce qu'il y a derrière ces mots-là. C'est quelque chose de très simple, mais qui, de mon point de vue, est crucial et qui peut nous aider dans le management de nos équipes. Alors, est-ce qu'il y a des gens intelligents dans la salle? En tout cas, il y a des gens qui sourient, donc je ne sais pas ce que ça veut dire.
Pour les savoir, encore faudrait-il qu'on s'accorde sur qu'est-ce que c'est qu'être intelligent. Parce qu'en fait, on pense tous qu'on est intelligent. Et l'intelligence, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et peut-être se poser la question, parce qu'il y a un truc qui existe, que vous connaissez tous, qui est le quotient intellectuel. Il y en a certains d'entre vous qui ont fait leur mesure de quotient intellectuel, ou pas? Qui l'a fait? Je ne vous demanderai pas les scores. Hein. Le truc, c'est que pour mesurer l'intelligence, on nous parle de quotient intellectuel, et au risque de décevoir ceux qui auraient passé le test et qui auraient un QI super élevé, ça ne sert pas à grand-chose. Je suis vraiment désolé. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça a été montré par pas mal d'études que le QI mesure le développement cognitif. Vous avez vu des tests de QI, même si vous ne les avez pas passés vous-même. Des trucs de suite arithmétique, de logique, etc. Pour autant, il y a des études qui ont montré qu'un QI élevé ne prédit pas la réussite. Et pourtant, moi je suis un jeune papa, quand on a des enfants, on se dit ah, le QI, super, ça lui permettra peut-être d'avoir des bons résultats à l'école, de réussir dans la vie. Et que nenni, que nenni. C'est un truc qui est très abstrait. Et ce que je voudrais, c'est qu'on se réancre sur le terrain ce matin, même si on ne va pas s'agiter sur le terrain. Le QI ne nous sert pas dans notre fonctionnement, dans notre interaction avec les autres êtres humains. Alors, l'intelligence, en fait, ce n'est pas le fait d'être très sachant, d'avoir plein de connaissances dans la tête, pas du tout. Ça, c'est quelqu'un qui est connaissant, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent. Ça vient du latin intelligo, qui veut dire, en fait, je comprends. Et si on devait le résumer très simplement, c'est la faculté d'adaptation. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle davantage comme ça. Je trouve que quand on arrive à s'adapter dans un environnement fluctuant, dans un nouvel environnement, on arrive, pas forcément tout de suite, mais petit à petit, à trouver des repères, à s'adapter, à fonctionner, à comprendre comment les valeurs ont été instituées dans un nouveau club, par exemple, quels sont les gens qui sont clés dans ces clubs, quels sont les gens qui peuvent vous apporter dans l'intégration dans vos clubs, c'est quelque chose qui est vraiment plus crucial que le fait de connaître les différents types de zones presse, tel type de match-up, etc., etc. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. L'intelligence, elle est multiple aussi. Vous voyez sur cette diapo qu'il y en a plusieurs types. Ceux qui ont fait des travaux là-dessus, je vous les restitue de façon très simple et ce n'est pas le but de faire un cours magistral. On peut dire qu'il y a l'intelligence spatiale, qui est celle qui permet de se diriger dans l'espace, de voir en 3 dimensions. Donc évidemment, celle-ci, elle est utile pour les sportifs. Toutes celles qu'on va dérouler, là, que vous voyez sur cette diapo, on ne les manipule pas tous à un degré similaire. Et on ne les manipule pas toutes en permanence non plus. La première, c'est l'intelligence spatiale. La seconde, c'est l'intelligence linguistique, celle tout simplement de ceux qui sont capables d'apprendre plein de langues très facilement. On n'est pas tous égaux là-dessus. La troisième, c'est l'intelligence musicale. Et là, quand j'ai fait ce type d'intervention, cette intervention-là, je la fais systématiquement quand je mets en place des sessions de brevet d'État pour les athlètes de haut niveau. Et à chaque fois, je ne sais pas si c'est cette population qui veut ça, à chaque fois, j'en ai qui me disent « Ouais, mais l'intelligence musicale, nous, ça ne nous sert pas pour les sportifs de haut niveau. » À votre avis, ça sert ou ça ne sert pas l'intelligence musicale? Et je ne parle pas d'écouter du R&B ou du hip-hop. Hein. Pas du tout. Le rythme, bien sûr, le rythme. Comment ça se passe? On ne s'en rend pas compte évidemment, mais sur le rythme de déplacement des appuis, sur les fréquences de dribble au sol, sur les appels de balles, sur tout ce qui peut se passer d'un point de vue justement de l'oreille, tout simplement, c'est quelque chose qui est crucial, sauf qu'évidemment on ne le théorise pas, on n'insiste pas là-dessus, mais c'est partie intégrante de notre discipline. L'intelligence corporelle, évidemment qu'elle est centrale pour les sportifs, évidemment. Elle est aussi très importante, par exemple, pour les horlogers ou les gens qui sont capables de faire des choses très fines avec leurs mains, remonter des petits mécanismes et des choses très fines. Ce n'est pas que être très athlète et avoir une capacité de vélocité qui est importante. L'intelligence logico-mathématique, c'est simplement pouvoir manier des concepts abstraits, l'algèbre, l'arithmétique, entre autres, mais aussi c'est celle des gens qui sont un petit peu intuitifs. C'est-à-dire, je peux très bien ne pas être très bon en maths, mais je sens les choses. J'ai l'intuition que ça va se passer comme ça. Il me semble que ça fait appel à ce type d'intelligence-là, la logico-mathématique. Les 2 dernières m'intéressent plus particulièrement, parce qu'elles permettent de faire des liens avec ce dont on va parler dans la matinée. L'intelligence intime, c'est celle de ceux qui se connaissent très bien. Et quand vous regardez des joueuses, des joueurs, vous arrivez assez vite, me semble-t-il, à repérer ceux qui se connaissent bien. Ceux qui se connaissent bien, ce n'est pas forcément les meilleurs. Hein. Par contre, c'est ceux qui sont capables, lorsqu'ils font une erreur, d'arriver à se corriger, d'arriver à dire « mais oui, c'était ça,
c'est ceux qui sont capables de sentir leurs propres limites, sentir la fatigue arriver, de se gérer dans leur effort physique aussi. Je ne dis pas qu'il faut tricher à l'entraînement, même s'il y en a qui savent très bien le faire parce qu'ils se connaissent bien justement. Et pour le coup, c'est ce qui permet d'avoir une vision fidèle de soi. Une vision fidèle, ce n'est pas une vision positive de soi, ce n'est pas une vision critique de soi, c'est une vision fidèle. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je me rends compte que là, je n'ai pas été bon sur ce coup-là. Là, je me rends compte que j'étais bon sur ça. Et c'est quelque chose d'important parce que quand on forme des jeunes joueurs, on doit les aider à construire ce type de rapport à eux-mêmes. Sinon, on passe à côté d'un objectif de leur éducation sportive. La dernière, c'est l'intelligence sociale, qui est celle qui nous aide à comprendre les autres, à appréhender et accepter les différences des autres. Il y a plein de gens, dans notre corporation, il faut dire la vérité, qui disent « moi je suis comme ça, soit les gens s'adaptent à moi, soit ils ne s'adaptent pas à moi ». Je trouve que c'est une erreur. On arrivera mieux à travailler dans la relation avec les autres et on est obligé de travailler dans la relation avec les autres quand on arrive à accepter le fait que les autres sont différents de nous, ou en tout cas on est différent des autres, c'est une fatalité. Les gens n'ont pas forcément pile les mêmes motivations que nous, alors évidemment, quand on vient dans une équipe de basket, semble-t-il, c'est pour gagner des matchs de basket. Ouais. Semble-t-il, c'est parfois aussi pour vite prendre une feuille de stats à la fin d'un match, on l'a tous vu. Semble-t-il, c'est peut-être pour briller pour sa petite copine qui est dans les tribunes. Semble-t-il, c'est pour faire aussi par moments plaisir aux parents, aux coachs, à que sais-je. C'est des choses qu'il faut appréhender. Pas forcément critiquer, mais appréhender pour pouvoir travailler dessus et communiquer avec les joueurs en question sur ce point-là. Et puis du coup, se servir de ce levier qui n'est pas forcément celui de la performance de l'équipe, pour au bout du compte, l'intégrer vers une implication qui, au bout du compte, nous servira à la victoire en équipe. Donc vous l'avez compris, c'est pas parce que j'ai un petit QI, mais le QI ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas d'ailleurs de quelle nature il est, ça ne m'intéresse pas énormément. Le QI ne sert pas à grand-chose, désolé pour les pontes du QI dans la salle. Mais le QE, donc le quotient émotionnel, il me semble très important et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Et d'autant plus en sport, parce que vous allez le voir sur les diapos qui vont suivre, en fait, une émotion, ça a pour objectif de nous préparer à agir, de nous préparer à une action. Là, je ne peux pas le faire parce qu'on est beaucoup, on n'est pas dans les conditions pour le faire, mais sur ce type d'intervention, d'habitude, on prend 5-10 minutes à se questionner. Une émotion, ça sert à quoi? Et toutes les réponses fusent. Et évidemment, jamais, mais c'est normal, moi je ne le savais pas avant qu'on me le dise non plus, jamais on me dit une émotion, ça me sert à me préparer à faire une action. C'est vrai que ça semble bizarre dit comme ça. On va voir comment ça fonctionne. Et ça nous prépare à agir d'une certaine manière parce que, encore une fois, en relation avec le fait qu'on ait construit de l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, chaque émotion nous indique une voie, nous indique un chemin sur comment on a fait dans une situation qui s'est déroulée pour réagir, pour s'adapter, encore une fois, et pour transcender les difficultés qui nous sont proposées. Donc je vais essayer de préciser un peu ce point de préparation à l'action, parce que je sais qu'à ce moment de l'intervention, c'est encore flou. Donc juste le latin pour le principe. Autrement dit, une émotion, c'est bien le mouvement de quelque chose vers l'extérieur. Ce n'est pas que quelque chose qu'on ressent en soi simplement. Et donc, on va aussi se poser la question de quelles sont les émotions. C'est quoi une émotion? Quels seraient les types d'émotions que vous connaissez? La frustration, me dit-on. Quoi d'autre? La joie. Bien, Christian. Un homme joyeux. Tristesse, colère, peur, j'entends des choses comme ça. En effet, avec tout ça, on est dans le vrai. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, à un moment donné, il faut bien cadrer les choses. Il existe 4 émotions qu'on considère comme étant les émotions fondamentales. Et les gens qui ont travaillé là-dessus, moi j'étais assez surpris de m'apercevoir de ça, ont identifié que les 4 émotions fondamentales, qui sont donc la peur, la colère, la tristesse et le plaisir, quand on essaye, il y a des enquêtes scientifiques qui ont été faites là-dessus bien sûr, quand on essaye de prendre des photos de visages de personnes, quelles qu'elles soient sur la planète, chez les papous, chez toutes les cultures sur la planète, on arrive à trouver les mêmes expressions sur le visage dans toute la population humaine. Quand quelqu'un est en train de ressentir une émotion de peur, les expressions sur le visage, on arrive à les retrouver. En fait, c'est simple, vous prenez des photos des gens dont évidemment vous vous êtes assuré qu'ils sont en train de ressentir cette émotion-là, vous les faites passer devant des gens et les gens sont capables de dire, quel que soit le peuple, le support de cette expérience, là ça manifeste la peur, là ça manifeste la tristesse, là la colère, là le plaisir. Donc en fait, c'est beaucoup plus partagé par tout le monde qu'on ne peut le croire. Et puis après, vous avez utilisé d'autres termes que ces 4-là. Et en effet,
On peut y ajouter des choses qui vont vers la surprise, vers le dégoût, vers la honte, des choses comme ça. Alors, il y a donc les 4 émotions fondamentales dont je vous parlais. Il y a des émotions qui le sont un peu moins et qu'on arrive à classer dans le registre général des émotions. La jalousie, par exemple. La jalousie, c'est un peu de colère avec un peu de tristesse, avec un peu de peur, tout ça mélangé. Parce qu'évidemment, on n'est pas des robots et on ne ressent pas d'un coup la colère, d'un coup la tristesse, etc. Il y a ce qu'on peut appeler les vertus aussi. Certains parlent de foi, de courage, d'espérance, d'indulgence. Tout ça, c'est un petit peu corollaire des émotions basiques dont je vous parlais. Et puis, ce qu'on peut appeler aussi les vices ordinaires. Je ne sais pas si les mots sont justes ou pas, mais le doute, la suffisance, la paresse, l'ennui, autant de choses qu'on a toutes et tous déjà ressenties à certains moments. Ça, c'est donc pas de l'ordre des émotions fondamentales, mais c'en est périphérique. Et en termes d'intelligence émotionnelle du coach, c'est des choses avec lesquelles il faut qu'on s'accorde. Et puis concernant la variation dans le temps aussi, pour faire juste un petit distinguo entre les émotions, les humeurs et les tempéraments, les émotions, c'est des choses qu'on ressent avec brièveté, ça ne dure pas longtemps, et par contre, c'est très intense. En revanche, l'humeur, c'est quelque chose qui est moins vif, mais qui dure un peu plus longtemps. Pour faire un petit exemple, je peux être irritable pendant une journée, donc d'humeur irritable pendant une journée, et puis je vais extérioriser 3 colères qui sont donc de l'ordre de l'émotion pendant cette journée. Puis après, il y a aussi les tempéraments, ce qui fait qu'il est plus proche de notre personnalité, qui chemine avec nous durant une bonne partie de notre vie, qui est davantage une disposition émotionnelle ou une disposition affective. Quand on est mélancolique, quand on est plutôt timide, plutôt enjoué. Vous en connaissez des gens comme ça, des gens, vous les croisez, ils ont toujours le sourire jusqu'aux oreilles, ils vous envoient toujours plein de petites blagues, toujours très positifs. Pour autant, ces gens-là, comme tout le monde, ils ont des problèmes, ils ont du stress et ils ont des difficultés à affronter. Pour vous expliquer d'un point de vue physiologique, et je suis tout sauf un physiologue, comment, comme je vous le disais tout à l'heure, les émotions préparent le corps à un type d'action. En fait, il a été montré que quand on est en colère, physiologiquement, ça déclenche un afflux de sang vers les mains. Et à l'époque des primitifs, c'était simplement fait pour arriver justement à affronter un événement difficile, afflux de sang vers les mains pour s'emparer d'une arme et en même temps, sécrétion d'adrénaline pour libérer de l'énergie. Donc la colère, elle est bien là pour nous préparer à une action. Vous imaginez de quelle nature est l'action. Et vous l'avez déjà vu vous aussi. La peur, elle a pour vocation d'envoyer davantage de sang vers les muscles des jambes pour, au bout du compte, préparer la fuite. Et j'entends souvent dire « la peur n'évite pas le danger » et je ne partage pas du tout cette phrase-là. La peur, elle évite le danger. Si j'ai un gros bulldozer ou quelque chose de dangereux qui vient vers moi, simplement la peur va donc, comme on vient de le dire, diriger du sang vers les muscles et je vais m'écarter du danger. Donc elle a cette vertu-là. Le bonheur, pour faire vite, augmentation de l'activité du centre cérébral qui inhibe, etc., etc. En gros, au niveau neuronal, il y a des activations qui se font, pas au niveau physiologique, mais au niveau neuronal, pour qu'on ressente un certain état d'apaisement. Christian, tu vois, pour l'amour, ce qu'il en est, ça procure au bout du compte une réponse de relaxation et de façon ésotérique, j'ai mis calme et contentement propice à la coopération. Et puis celles-là, je les ai mises parce que je pense qu'en termes d'illustration, on les visualise assez bien. La surprise, elle se manifeste, elle prépare à l'action, souvenez-vous, elle se manifeste par le fait que je hausse les sourcils, ce qui a pour objectif d'élargir mon champ visuel et de permettre d'accroître toute la quantité de lumière qui va venir au niveau de la rétine et pour l'occasion me permettre de choper plus d'informations sur ce qui se passe pour pouvoir m'adapter à ce qui se passe. Quant au dégoût, vous visualisez aussi, j'imagine assez bien, l'image de quelqu'un qui a la lèvre supérieure qui se retrousse et le nez qui se plisse. En gros, si ça se faisait à l'époque des primitifs, soit c'est pour fermer l'odeur, le nez à une odeur qui est toxique, qui est dangereuse, soit au contraire pour recracher un aliment qui, pareil, est toxique. La tristesse a pour objectif d'aider à supporter une perte douloureuse. Le métabolisme diminue, et puis encore une fois, parce que tout ça, on n'a rien inventé, hein, c'est l'être humain depuis sa genèse. Les primitifs vulnérables, du coup, restaient près de leur domicile et restaient en sécurité pour ne pas se trouver en difficulté. Ce qui me semble vraiment crucial, l'intelligence émotionnelle telle qu'elle a été formalisée par Goleman, pour lui, et je partage ce point de vue, c'est quelque chose de fondamental dans la gestion de notre vie, dans la relation avec les autres. En revanche, Goleman n'a jamais travaillé sur l'intelligence émotionnelle dans la relation avec le sport, et ce qui est vraiment crucial, c'est que dans le sport, vous le savez, pour y jouer ou y avoir joué et pour le coacher, la dimension physique,
l'extériorisation qu'on peut faire de ce qu'on ressent, ça décuple les émotions. Le fait qu'il y ait une médiatisation qui existe, et je ne parle pas forcément de caméra de télévision, simplement la plupart du temps quand on pratique du sport, des gens nous regardent, même quand on est poussin, ou simplement les coachs nous regardent, les parents nous regardent, les supporters nous regardent, et ça décuple les manifestations d'émotions, parce qu'on est observé, on est jugé, on est tout ce que vous voulez, encouragé souvent. Et il y a ce sentiment d'immédiateté qui arrive aussi, et qui, de par les enjeux qu'on se donne dans cette activité-là, exagère, pas dans un sens négatif, mais décuple en tout cas les émotions qui arrivent. Moi j'ai souvent coutume de dire, j'en avais discuté avec Pierre Vincent, et Pierre Vincent disait, de mon point de vue à juste titre, hormis la naissance d'un enfant, il n'y a que le sport qui peut nous permettre de vivre des émotions très très fortes. Et je partage vraiment ce point de vue-là. C'est pour ça que ça me semble être quelque chose de crucial pour nous qui sommes des acteurs du milieu du sport. Concernant les émotions négatives, parce que quand on dit émotions, à certains moments on les catalyse comme étant on les catalogue comme étant des choses perturbatrices, à d'autres moments comme des choses qui vont nous transcender. Concernant les émotions négatives, toutes celles que vous pouvez voir à l'écran, la peur, la frustration que vous aviez évoquée, la colère, la tristesse, etc. Ça signale la peur de l'échec la plupart du temps. On a peur d'échouer et vous savez à quel point l'être humain est compliqué. J'ai peur d'échouer, ok, et si tu échoues, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose en fait. Donc autant donner le meilleur de toi-même et pas te donner tes propres barrières et inhiber tout le potentiel que tu as. Sauf que, ça c'est facile à dire ici, là, tranquillement devant vous, l'être humain il a souvent peur d'échouer. Et donc du coup ça affecte sa motivation et sa confiance de façon claire, et au bout du compte, la régularité de l'activation qu'il va donner dans le temps pour devenir performant. Et donc cette régularité de son implication, de sa motivation, de sa confiance, elle est altérée par ces émotions négatives qui se présentent. Concernant les émotions positives, à un petit delta près, parce que je ne veux surtout pas tomber dans le travers de vous dire les émotions négatives, elles détruisent la performance et les émotions positives, elles encouragent la performance. Ce qui est certain, c'est que oui, elles maintiennent la confiance et oui, elles maintiennent la motivation, et donc elles améliorent l'activation et la concentration. Vous avez tout été joueuse ou joueur, moi aussi. Après un match gagné, on est moins fatigué. Hein. Le retour se passe bien, on a pas mal aux jambes. L'entraînement du lundi, on court comme un feu follet. Même chose quand il s'agit d'un match perdu, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. Là, on a mal aux jambes, là, on est fatigué, là, on a des douleurs qui apparaissent. Autant de bonnes raisons de dire que ça s'est mal passé. Les émotions positives, donc évidemment, elles nous aident à nous activer, à continuer. Donc, je vais évidemment vous dire qu'il faut travailler dessus, essayer de les développer plutôt que les émotions négatives, dans une certaine limite quand même. N'oublions pas, il y a plein de joueurs notamment connus, des joueurs français de très haut niveau connus, qui sont capables d'aller au-delà de leurs émotions positives. Du coup, ça leur fait, selon l'expression consacrée, péter les plombs. Quand il se passe des choses, tous ces joueurs qui haranguent le public, qui lèvent les bras, etc., pendant ce temps-là, une contre-attaque se présente et hop, terminé. Donc les émotions positives, oui, mais encore une fois, j'utilisais en début d'intervention l'histoire de la stabilité émotionnelle. Il faut arriver à rester le plus stable possible pour rester dans l'exigence de ce qu'on attend de vous en termes de compétition. Alors une solution qui est intéressante, me semble-t-il, pour tenter de gérer les émotions, c'est la possibilité de mettre en place des challenges émotionnels. Avec 3-4 propositions que je vous fais. La première, c'est de redéfinir le succès et l'échec comme des éléments contrôlables. Alors là, vous pourriez me dire, je ne vois pas ce que ça veut dire cette phrase-là. On gagne le match, c'est un succès. On perd le match, c'est un échec. Je ne le vois pas comme ça. Parce que si c'était vraiment comme ça, on ne contrôle pas grand-chose dans un match. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La posture du coach, elle doit être très humble par rapport aux résultats. Et je ne parle pas du succès de l'échec, par rapport aux résultats encourus. Que je sache, si on donne son maximum pendant la semaine d'entraînement, son maximum pendant le match, si on a scouté l'adversaire, si on a réagi quand il fallait, on a fait son maximum. On a fait son maximum parmi tous les éléments qu'on peut contrôler. Mais il y en a un paquet qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut jamais contrôler et gérer ce qui se passe du côté de l'adversaire. Ça fait 2 matchs que, je prends cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit, l'Entente orléanaise vient de gagner 2 matchs de 20 points de suite, avec une adresse à 3 points exceptionnelle par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Vous pouvez être les coachs en face, avoir bien préparé votre match, avoir fait tout ce qu'il fallait. Un soir, vous tombez sur une équipe qui est très à droite. Ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie du basket. Il y a encore plein d'autres facteurs qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas rentrer dans le cliché dont on ne contrôle pas les arbitres, mais vous savez aussi bien que moi que parfois, comme les joueurs et comme les entraîneurs, les arbitres ne sont pas dedans, ça peut arriver, comme tous les autres acteurs de notre pratique. Donc ça veut dire que, ok, on va travailler sur ce qu'on peut contrôler avec les joueurs,
Et donc, c'est simple, hein. Ce qui se passe dans le temps de l'entraînement, ce qui se passe dans la vie d'à côté, de la diététique, du repos, des différents piliers de la performance, la préparation mentale, la préparation physique, technique, tactique, etc. On a fait tout ce qu'on pouvait, on donne son maximum. Et c'est James Naismith, l'historique coach de UCLA, qui disait que dans sa pyramide de la performance, l'important c'est de donner son meilleur. Alors d'aucuns vous diraient, ça ne suffit pas, ce qu'il faut c'est gagner. Oui, effectivement, c'est important de gagner. John Wooden et pas James Naismith, belle boulette. Merci Philippe. C'est John Wooden qui mettait ça dans sa pyramide de performance. Si je donne mon maximum, j'ai atteint mon objectif. Mon maximum dans tous les éléments que je peux contrôler. Okay. Ensuite, rendre les erreurs acceptables. Il y a un paquet de joueuses et de joueurs de haut niveau que j'ai côtoyés qui ne supportent pas la petite boulette, la petite erreur, le tir raté, le ceci, le cela. Et en fait, ils s'inhibent complètement là-dessus. Évidemment, alors là, pour le coup, je fais une petite parenthèse un peu haut niveau. Quand on arrive à haut niveau, c'est parce qu'on est très exigeant avec soi-même, c'est parce qu'on essaye d'être vigilant sur tous les points, sur tous les aspects, la plupart du temps. Mais pour autant, il faut accepter que l'erreur, elle arrive. Hein. Moi, je ne connais pas de joueur ou de joueuse qui n'ait pas raté un truc dans un match, hein, que ce soit un tir, une passe, une action défensive, etc. Yann Maynmi, lorsqu'il était à Pau, juste avant de partir pour les États-Unis, pendant les 4-5 premiers mois, était complètement inhibé et n'arrivait pas à exprimer son jeu. Il n'arrivait pas parce que justement, il savait qu'il était prospect NBA, tout le monde savait qu'il allait faire une saison à Pau et qu'il allait y aller. Et résultat des courses, à chaque fois qu'il ratait un truc, et ça arrivait en début parce qu'il faut s'adapter à un nouvel environnement, parce qu'on a beau être un prospect, il faut déjà s'imposer à un niveau avec des joueurs aguerris, en proie, ce qui n'est pas rien. Il ne se donnait pas le droit à l'erreur et du coup, il détruisait complètement tout ce qu'il pouvait faire. Et à force d'en discuter avec ses coachs, de travailler là-dessus, il a réussi à accepter que, ok, tu peux faire des bourdes. En revanche, ce qui est important dans les erreurs, c'est d'essayer de ne pas les répéter. Accepter qu'on ait le droit à l'erreur, oui, mais ne pas les répéter, ça c'est crucial. Encourager la prise de risque aussi. Je ne vais pas vous apprendre qu'un coach ne doit pas critiquer quelqu'un qui a pris un tir. Alors évidemment, il y a des bons tirs, il y a des moins bons tirs, il y a des situations qui sont amenées par le mouvement de jeu. Ok, mais si on commence à contrôler, pour reprendre un terme que j'utilisais tout à l'heure, la moindre action que font nos joueurs, on en arrive à des situations où on surcoach, et quand on surcoach, on ne laisse pas la possibilité de créativité de nos joueurs. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très difficile quand on est coach, parce qu'on doit avoir une main sur le jeu. Si les joueurs bouffent le coach et prennent le jeu à leur compte, on ne peut pas gagner, c'est indéniable. En même temps, si le coach se considère comme étant celui qui fait toutes les annonces, qui donne toutes les finalités, on ne peut pas gagner non plus. On doit laisser une marge d'action, de créativité et de prise d'autonomie de nos joueurs. C'est aussi un moyen pour eux de se sentir impliqués et de se donner au maximum. Et puis le dernier point, récompenser les efforts plus que les résultats. Simplement en se disant, et ça c'est évidemment accessible à tout le monde, si on fait beaucoup d'efforts, fatalement ça va générer des résultats. Donc insister sur les efforts, parce que, encore une fois, vous le savez aussi bien que moi, il y en a beaucoup qui trichent, il y en a beaucoup qui cachent, il y en a beaucoup qui se gèrent. Si on valorise les efforts, on reviendra sur la notion d'exemplarité dont je parlais tout à l'heure, et fatalement, les résultats seront davantage au rendez-vous. Alors, cette intelligence émotionnelle que j'aborde avec vous depuis ce matin, si on devait la définir très simplement, ça serait à l'aide de ce qui est présent sur cette diapo. Il y a 5 domaines de l'intelligence émotionnelle qui ont été listés, que je trouve assez cohérents, qui vont du plus personnel, voire même du plus intime, vers le plus collectif, relationnel, le plus en relation avec les autres. Le premier point, c'est la connaissance des émotions. Arriver à connaître ses émotions. Il y a un paquet de gens, et encore une fois, encore plus je pense dans notre corporation, il y a un paquet de gens qui ne connaissent pas leurs émotions. D'un coup, il y a une colère qui part. D'un coup, je suis abattu. D'un coup, je suis super joyeux, mais je ne m'en rends même pas compte. Voire même, je fais subir ça à mon staff, je fais subir ça à mes joueurs, à mes joueuses, je fais subir ça à mon environnement, sans me ressentir ça. Là, je suis en colère, là, je vis ça, et sans avoir de levier là-dessus. Le premier temps de l'intelligence émotionnelle, c'est de connaître ses émotions, et évidemment qu'il y a un corollaire là-dessus entre mes émotions et la connaissance de soi. Le deuxième, c'est la maîtrise de ses émotions. Il faut déjà, évidemment, que j'ai réussi à atteindre la première étape. Si je suis capable de connaître mes émotions, je vais pouvoir travailler dessus pour arriver à les maîtriser. Et attention, quand je vous dis la maîtrise des émotions, je ne dis pas qu'il faut nier les émotions, au contraire. Quand j'ai une colère qui arrive, il ne faut pas essayer de la refouler, parce que du coup, on va être mal, et pour le coup, il y aura quelque chose de physiologique qui va être difficile. Il faut arriver à la maîtriser, à la cantonner, à la repousser un peu plus tard, à l'extérioriser auprès de certaines personnes, mais pas auprès de certaines autres.
C'est cette maîtrise-là qui est importante. Quand on se rend compte qu'on est en train de baisser les bras, et ça arrive à tout le monde, on est humain, eh bien, il faut essayer de se dire, ok, je sens que là je suis en train de lâcher, que ça ne va pas. Par contre, je ne le montre surtout pas à mon groupe. Par contre, je vais essayer de reporter ça à plus tard et de me dire, si tu baisses les bras, est-ce qu'il n'y a pas encore des leviers sur lesquels tu peux travailler? Il n'y a pas des gens sur qui tu peux t'appuyer? Est-ce que vraiment il n'y a pas encore une pièce à apporter pour essayer de positiver la situation? Arriver à maîtriser ses émotions, c'est vraiment, vraiment important. Il faut arriver à adapter ses sentiments à chaque situation. Et la plupart du temps, les véritables ermites, moi je n'en connais pas, les gens qui vivent vraiment reclus et qui ne sont pas en relation avec d'autres personnes. Que les émotions surgissent et qu'on les vive, oui, simplement, il faut les adapter à l'environnement dans lequel on est. Si on va voir nos dirigeants après un match, et que le match s'est mal passé, qu'on a subi des reproches ou autre, c'est certainement pas le moment de faire éclater quoi que ce soit. Par contre, ça sera le moment peut-être d'engager une discussion, d'essayer de reporter une discussion, de travailler sur ce qui peut être amélioré. On verra comment on peut travailler sur la critique un petit peu plus tard. Le troisième temps de l'intelligence émotionnelle, c'est l'automotivation. C'est parfois être capable de repousser à demain ses pulsions. Et à un moment donné, que ce soit le coach, que ce soit l'entraîneur, on n'a pas envie de venir à l'entraînement, ça arrive à tout le monde. Ok. Sauf qu'on s'était dit, je m'engage, je le fais, je vais à cet entraînement, donc j'ai envie d'aller au ciné, de faire autre chose, etc. Très bien, j'ai pris un engagement, je repousse ça plus tard. De la même façon, je dois être capable de canaliser mes émotions quand il y a des moments où il faut que je me concentre, que je me motive et que j'y aille. Et vraiment en relation avec la motivation qui nous fait nous lever le matin pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Quatrième point, la perception des émotions d'autrui. Alors là, il y a deux concepts derrière, celui de l'empathie ou celui de l'assertivité. On parlera de l'assertivité en fin de matinée. Concernant l'empathie, on va y revenir aussi, essayer de comprendre ce que ressentent les autres personnes. Et surtout, faites-moi la gentillesse de ne pas penser que quand je vous parle d'empathie, d'intelligence émotionnelle, etc., j'ai envie qu'on coach dans le pays des bisounours. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Être empathique, c'est pas être trop gentil, c'est pas être faible, c'est être capable de se donner les moyens de ce que ressentent les joueurs qui nous sont confiés. Après, s'il faut trancher, s'il faut décider, s'il faut être dur, s'il faut sanctionner, s'il faut exclure, ça fait partie du boulot du coach. Par contre, je le fais en connaissance de cause et en me disant, celui-là, j'ai réussi à savoir ce qu'il avait dans la tête. Et donc, du coup, la décision que je prendrai, elle sera la plus juste possible. Donc, être empathique, c'est valable pour tous les styles de coach, même ceux qui sont un peu plus autoritaristes, voire directifs. On peut très bien être directif, simplement, on s'assurera avant de comment fonctionnent les gens qui nous sont confiés. On se donne la volonté d'être réceptif aux signaux que les autres nous envoient. Ces signaux ne sont pas forcément verbaux. Hein. La plupart des temps, c'est Jean-Pierre de Vincenzi qui me disait ça il y a quelques jours. Il me dit le non-verbal nous trahira toujours. Le non-verbal nous trahira toujours. Et effectivement, on voit quand on veut serrer la main à quelqu'un, comment il vous serre la main. Est-ce qu'il vous regarde dans les yeux? Est-ce qu'il se tient bien devant vous? On voit les gens, quand on est dans un grand groupe, qui jettent un coup d'œil, puis tournent la tête et essayent de vous éviter. On voit les gens à l'entraînement qui jettent un petit coup d'œil, c'est bon, le coach ne regarde pas, je balance le truc, ok, c'est bon, etc. Le non-verbal ne trahit pas. Et si je suis un minimum empathique et si j'essaye de percevoir les émotions, mais aussi les comportements des autres, je me donne le plus d'outils, de feedback, pour savoir comment fonctionnent les gens avec qui je suis en interaction. Le dernier point, si je suis capable de percevoir les émotions d'autrui, je trouve là que le terme n'est pas bon, puisque c'est le terme de maîtrise des relations humaines. Alors, il ne s'agit pas de maîtriser les relations humaines, il s'agit de les manager, de faire avec, de dealer avec les relations humaines. Et si je suis capable, donc je vous disais, de percevoir les émotions d'autrui, de voir comment je peux manager les émotions d'autrui. Vous avez tous déjà eu des joueurs qui sont fébriles avant un match, je le sais, je vais voir avec lui, je le mets en confiance, j'en discute. Et ça, c'est valable avec tous les types des émotions qui se présentent dans un match. Quand on est un peu euphorique parce qu'on a remonté un différentiel différent sur la fin du match, essayez tout de suite, chez les 2-3 joueurs extravertis que vous avez, de tout de suite faire chuter ces émotions positives pour les refocaliser sur la fin du match et les gestions de balles qui vont être les dernières. Vous savez, quand vous regardez dans les journaux, dans l'équipe ou je ne sais pas où, ah là, on n'était pas dedans, on n'avait pas de jambes, on était stressé, on n'a pas bien appréhendé le match. Autant la préparation mentale, je ne prétends pas que ça soit un levier plus important que les autres, c'est un des leviers de la performance. Et pourtant, quand on écoute les coachs, et pas qu'en basket, hein, qui essayent de justifier et de donner des raisons sur les échecs la plupart du temps,
On y va sur des trucs d'ordre mental, émotionnel et stress. Et c'est pour ça que ça me semble important, non pas qu'on fasse des gros programmes là-dessus, mais au moins qu'on ait en arrière-plan dans la tête, lorsqu'on coach, quelques billes, quelques outils qui peuvent nous aider à gérer ces situations-là. L'intelligence émotionnelle, elle prend à la fois, vous l'avez vu sur la diapo précédente, je vous disais, ça part de choses très intimes, très individuelles vers des choses très collectives. Elle prend donc compte d'aspects très individuels, mais d'autres aussi très interactifs. Et c'est pour ça que ça nous correspond bien à nous autres basketteurs. On est un sport collectif, on est un sport où, vous le savez, les duels et les individus sont évidemment plus importants que dans d'autres sports collectifs, tels que le rugby par exemple, voire encore le hand. Et donc cette dualité entre l'individuel et le collectif, je trouve qu'elle colle très très bien à la logique interne de notre activité. Alors l'empathie, c'est quoi pour vous? On l'a un petit peu défloré depuis tout à l'heure. Relationnel, et alors là, ça c'est la réponse que j'attends à chaque fois, merci. C'est se mettre à la place de l'autre, oui, presque, non mais elle m'aide, ça me rend service, merci. Se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Et là, habituellement, j'enchaîne par, oui, donc si je suis urgentiste et si je me mets à la place de l'autre qui arrive, je vais moi aussi vivre sacrément des douleurs, des difficultés, etc. En fait, c'est presque ça, et c'est vrai que traditionnellement, c'est ce qu'on dit, vous avez raison. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent. Sauf que, et c'est un truc qu'on va essayer de creuser un petit peu tout à l'heure avec l'assertivité, c'est surtout pas se mettre à la place de l'autre, parce que qui plus est, quand je suis entraîneur de basket, je suis coach, et on n'attend pas de moi que je sois à la place du joueur. Par contre, on attend de moi que je sois capable d'aller, on va dire, mettre un pied chez le joueur, appréhender ce qu'il ressent, comprendre ce qu'il ressent, mais surtout pas d'être à sa place. Le joueur qui a envie de vous dire « là c'est dur, là j'ai mal, là je peux pas », ne vous mettez surtout pas à sa place, parce que sinon vous êtes cuit. En revanche, donnez-vous les moyens d'entendre ce qu'il vous dit, et puis après, avec votre grille de lecture interne, de valider ok, celui-là, il me la joue à l'ancienne, celui-là, c'est vrai, celui-là, il a besoin de repos, celui-là, c'est peut-être juste pour parler, il a besoin d'écoute, donc je vais discuter, etc. Mais pour autant, lundi, tu es à l'entraînement. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut voir. Et quand je vous dis l'empathie, c'est pas être trop gentil, c'est simplement, je me donne les moyens de comprendre ce qui se passe, mais surtout, s'il vous plaît, surtout, c'est pas se mettre à la place des joueurs. Sinon, ça risque d'être difficile de les coacher. Et donc, c'est cette capacité de comprendre, se donner les moyens de comprendre ce que les autres ressentent. Et après, encore une fois, prendre des décisions qui sont des décisions où on vous attend, vous, coach, qui êtes là pour manager un groupe. Je comprends ce que ressentent les autres. Évidemment, c'est basé sur la conscience de soi. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, si je suis capable de me connaître, de connaître mes émotions, de savoir mes points forts, mes points faibles, il n'y a pas de honte à avoir des points faibles, on en a tous. Donc je le sais simplement, et ça me permet, s'il le faut, d'aller chercher des compléments auprès de personnes qui pourront pallier mes carences. Il faut être quelqu'un qui est conscient de soi, qui a une vision, pour reprendre un truc que je disais tout à l'heure, une vision fidèle de soi. Et évidemment, plus je suis sensible à mes propres émotions, plus je serai capable de percevoir celles des autres. Avec ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, cette difficulté, mais on s'y fait tous très vite et vous l'utilisez intuitivement, d'arriver à capter les émotions des autres, non pas forcément systématiquement à travers ce qu'ils vous disent, mais plus souvent à travers ce qu'ils vous montrent, voire à travers ce qu'ils ne vous montrent pas. Alors dans l'intelligence émotionnelle, je suis allé vous chercher quelques aptitudes, capacités, compétences qui rentrent, de mon point de vue, avec cette idée de l'intelligence émotionnelle de Goleman et qui représentent les compétences qu'on peut attendre de vous en tant que coach, en tant que manager d'une équipe. Il y en a plusieurs et je continue sur la diapo qui suit. La première, c'est l'aptitude à organiser des groupes. Autrement dit, là vous allez voir, je vais vous en proposer quelques-unes. Vous allez vous rendre compte, et c'est logique, que l'entraîneur que vous êtes n'est pas aussi bon sur la première que sur la deuxième, que sur la troisième. Encore une fois, on ne peut pas être parfait. Simplement, quand je vous parle de conscience de soi et de connaissance de soi, essayez de faire l'effort de voir quels sont vos points forts et vos points faibles par rapport à ces points-là et d'essayer de creuser un petit peu vos points faibles pour vous renforcer. La première rubrique de cette intelligence interpersonnelle pour gérer les groupes, c'est l'aptitude à organiser des groupes. La capacité, clairement, qui est celle du leader. Il y a plein de façons d'être leader. Comme je le disais en préambule, et ça j'y tiens, ce n'est pas forcément être fort en gueule que d'être leader. Il y a des gens qui peuvent être un peu plus discrets, par contre, qui savent organiser des groupes. Frédéric Sarr, ce n'est pas une grande gueule, pour autant, c'est quelqu'un qui me semble être doté d'une grande intelligence interpersonnelle. L'aptitude à organiser des groupes, donc, savoir amorcer, coordonner les efforts d'un réseau.
On ne sait pas tous le faire de la même façon. Il y a des gens qui savent très bien emmener les gens avec eux, d'autres un peu moins. Ok, je le sais, je vais essayer d'être plus fort sur les autres plans. Le second plan, c'est la capacité à négocier des solutions. On vous attend là-dessus, les entraîneurs. Clairement, c'est le talent du médiateur. Je suis capable soit de prévenir des conflits, soit de les résoudre quand ils surviennent. Et il y a des coachs, quand un conflit arrive, ils sont tétanisés, ils ne savent pas le gérer. Et pour autant, jusque-là, ils savaient construire un groupe et l'emmener avec eux. Donc, essayez de voir pour vous comment vous vous situez dans votre faculté de leader à emmener un groupe avec vous, dans votre faculté de médiateur à négocier des solutions quand les clashs et les conflits arrivent. Il y a plein de façons de le faire, il faut que ça colle à votre propre personnalité. Il y en a qui vont le faire en tranchant tout de suite, il y en a d'autres qui vont le faire avec plus de discours, de pédagogie, peu importe. Il faut arriver à développer des capacités à négocier des solutions en rapport avec qui on est. La troisième capacité de cette intelligence interpersonnelle, c'est tout simplement celle qui permet d'établir des relations personnelles. Il y a des gens qui sont très doués, ils arrivent dans un environnement, ils connaissent personne et allez, ils fraternisent tout de suite, ils discutent. Vous êtes toutes et tous déjà allés dans des soirées, il y a des gens qui viennent, vous discutez avec eux comme si vous les connaissiez depuis longtemps. Il y a des gens qui sont doués pour ça, d'autres moins. Et j'ai remarqué, et j'imagine vous aussi, qu'il y a des coachs au niveau professionnel qui font de magnifiques carrières, quasi, il ne faut pas que j'exagère, quasi là-dessus. C'est-à-dire sur la faculté à être bien inséré dans un univers du sport professionnel. Je ne veux pas dire à fraterniser avec des dirigeants, mais à se faire bien voir par des dirigeants, à se faire recruter, à partager des choses. Et à ce niveau-là, le fait d'être capable de faciliter des contacts et d'identifier les préoccupations des autres pour essayer d'y répondre, c'est quelque chose qui fait partie des compétences qu'on attend de votre part. Et la quatrième dimension de l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité d'analyse sociale. Je suis capable de percevoir les sentiments, les motivations des gens qu'on me confie. Et évidemment, ça permet de développer, dans le meilleur des cas, une plus grande intimité. Et dans le moins bon des cas, ce qui est déjà bien, de développer un sentiment de sympathie. Cette capacité d'analyse sociale et d'appréhension du contexte dans lequel on se trouve. Donc essayez de voir pour vous-même dans quel degré d'expertise vous vous situez sur celle-ci, en sachant que ça fait quatre compétences sur lesquelles on vous attend pour encadrer des groupes. Alors, le management, c'est une affaire de cœur. Il y a une histoire que j'ai coutume de raconter là-dessus. Évidemment, on ne pourra pas savoir si elle est vraie ou pas, vous verrez pourquoi. Mais elle me semble assez illustrative pour montrer en quoi l'intelligence émotionnelle, elle est vraiment clé pour le manager. C'est l'anecdote d'un pilote d'avion, un commandant très expérimenté, des barrettes sur les épaules autant qu'il faut, beaucoup d'heures de vol. Et le souci de ce monsieur-là, c'est que personne ne veut voler avec lui, parce que c'est un véritable despote, il ne supporte pas qu'on lui fasse la moindre remarque, il est très dur avec les différents copilotes qu'on lui affecte. Et donc c'est l'histoire de ce monsieur-là. Évidemment, il a quand même un copilote, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour l'assister. Et le copilote s'apercevrait, parce que c'est une histoire au conditionnel, s'apercevrait que la jauge de carburant tend dangereusement vers le zéro. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite de l'histoire? Il se crache. La suite de l'histoire, c'est il se crache. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir si l'histoire elle est vraie ou pas en fait. Mais c'est l'exemple qui peut permettre d'illustrer à quel niveau le fait de ne pas faire preuve d'intelligence émotionnelle, ça peut coûter, et là clairement de l'argent, des vies, etc. à une entreprise. Dans une situation professionnelle normale, le copilote il dit « Excusez-moi, j'ai l'impression que là, on est limite en termes de carburant, il faut faire quelque chose. » Sauf que là, tétanisé, il ne le fait pas. Et donc le manque d'intelligence émotionnelle, ça a été prouvé dans le travail, donc dans le milieu de l'entreprise, mais vous savez très bien que le milieu de l'entreprise vient se nourrir de notre propre façon de manager dans le sport et que nous, on va aussi se nourrir de ce qu'eux font, ça a un coût pour l'entreprise. Et la plupart du temps, les cadres dans les entreprises, et moi je rajoute sans état d'âme les coachs, dans certains cas, ils ont peur que le fait d'éprouver de l'empathie, vous savez le truc là, on est trop gentil, alors que c'est pas ça en fait. Le fait d'éprouver de l'empathie pour leurs collaborateurs, pour leurs joueurs, ça soit contradictoire avec ce qu'on attend d'eux. Ils ont peur que s'ils sont empathiques, ils ne pourront plus manipuler leurs joueurs. Or que je sache, un coach, il n'est pas là pour manipuler des joueurs. Il est là pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes, pas les manipuler. Quand on manipule quelqu'un, ça veut dire qu'on essaye d'obtenir de lui des choses que lui ne veut pas à son insu.
Quand on entraîne, évidemment, que des fois, on va faire des choses qui vont être dures, qui vont être exigeantes, et qu'évidemment, qu'on va essayer de faire des choses à nos joueurs à des moments où ils n'ont pas envie de le faire, mais en connaissance de cause, pour leur bien et le bien de l'équipe. Et puis, il y en a plein d'autres, des cadres, mais aussi des coachs, qui se disent « si je ne maintiens pas la distance, je ne serai pas craint ». Alors moi, vraiment, le propos que je veux vous apporter ici, quand je suis coach, je ne suis pas là pour être craint par mes joueurs ou par mes joueuses. On se trompe de débat, hein, et on se trompe de positionnement aussi. On est là pour encadrer, pour coacher, pour manager, pour accompagner. On peut y aller sur plein de verbes comme ça, mais on n'est pas là pour terroriser et pour être craint par ses joueurs. Si on fait ça, vous pouvez être sûr, et l'histoire du sport nous le montre à plein d'exemples, que fatalement les joueurs vous lâchent à un moment donné, que fatalement quand il s'agit de faire le petit effort plus, ils ne sont pas là, parce que le plus intime d'entre eux ne va pas s'exprimer. Alors 3 bénéfices de l'intelligence émotionnelle pour le coach. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle permet au coach d'apporter des reproches sous la forme de critiques fécondes. Le fait de faire la critique, on va en parler un petit peu après, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour plein de gens, paraît-il. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce n'est pas quelque chose de difficile. On va voir après comment on peut procéder pour émettre des critiques sans pour autant que ce soit quelque chose de destructeur. L'intelligence émotionnelle, c'est une approche, une tournure d'esprit qui peut nous aider à apporter les critiques qu'on attend de nous, parce que je suis désolé, mais on attend de nous qu'on apporte des critiques pour faire progresser les gens qu'on nous confie, mais de façon positive et constructive. Le deuxième point, c'est qu'elle permet de créer une atmosphère dans laquelle la diversité est un atout plutôt que source de conflit. Il y a des coachs qui pensent qu'il faut prendre leurs joueurs, de leur style, de leur façon de faire, sinon ils ne coachent pas cette équipe. Or, dans la réalité, y compris au plus haut niveau, il y a plein de fois où les coachs ont à coacher des joueurs qui ne sont pas leurs joueurs, avec des étiquettes comme ça, qui ne sont pas forcément les joueurs qu'ils voulaient, pour plein de raisons. Et pour autant, l'intelligence émotionnelle, elle nous permet de valider le fait que quand j'ai des personnes qui sont d'origines différentes, d'approches culturelles différentes, ça ne peut que nous aider à avancer, à progresser. Et effectivement, ça ne colle peut-être pas à un moule, mais ça nous aidera fatalement à apporter une plus-value à l'ensemble de l'équipe qu'on a. Et puis le dernier point, je crois qu'on en a déjà parlé, l'efficacité dans l'utilisation des réseaux. Les réseaux, c'est quelque chose d'important, simplement parce qu'on est dans un environnement qui est constitué de plein de types de familles. Il y a les dirigeants, il y a les arbitres, il y a les entraîneurs, il y a les élus, il y a les bénévoles, il y a les joueurs, il y a plein de familles. Et si je suis dans une posture d'intelligence émotionnelle et qui est tout sauf une posture de manipulation, simplement une posture d'ouverture aux autres et d'échange avec les autres, ça nous permettra de mieux nous situer dans notre environnement. Alors la critique, parce que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas que le fait de bien connaître les autres et de bien se sentir, etc. C'est le fait de se donner les outils pour bien faire son job. Je suis coach, je dois critiquer à plein de reprises, pendant les entraînements, pendant les matchs, mes joueurs. Je dois critiquer peut-être à certains moments l'organisation d'un club. Je dois critiquer des gens qui ont des comportements qu'ils ne devraient pas avoir, des parents la plupart du temps, quand on coach des jeunes. Et quand on apporte une critique, c'est-à-dire un feedback, le but c'est de savoir si le travail qu'on avait demandé aux gens de faire, il a été bien fait ou pas, tout simplement. Et si on ne valide pas, si on ne vérifie pas la bonne exécution de ce qu'on a commandé, on passe à côté d'une partie de notre job. Et la critique, c'est une des tâches les plus importantes des dirigeants et aussi celle que les dirigeants redoutent le plus. Il y a une étude qui a été faite auprès de 108 grands patrons de multinationales qui a mis en évidence que dès lors qu'on émet des critiques maladroites, fatalement par répercussion, il y a perte de confiance, conflit personnel et dispute au bout du compte avec les salariés concernés sur les questions de salaire et sur les questions de pouvoir. Simplement parce qu'on a fait des critiques maladroites. Vous savez, c'est l'histoire de l'ironie aussi. Des fois, on fait des petites vannes, on fait de l'ironie, on dit des choses sur un ton. Non, mais c'était pour plaisanter, c'était pour rire. Sauf qu'il y a plein de gens qui pensent, et j'en suis le premier, que dans les petites vannes qui sont envoyées comme ça, qui sont faites pour faire de l'ironie, il y a toujours une part de vrai. Il y a toujours une part de vrai. Et ça concourt des critiques qui sont maladroites, qui sont un petit peu décalées. Et quand on a des choses à dire, on le fait rationnellement, positivement, durement quand il faut, mais objectivement. Ça, je suis certain que certains d'entre vous en ont entendu parler. Quand on a une critique à faire, il y a cette petite méthode qui est toute simple, mais qui peut nous aider à structurer notre pensée avant de le faire. C'est la méthode DESC, D-E-S-C. Et si je veux faire une critique, je commence par le D de décrire. Je décris les faits. Voilà, il s'est passé ça à l'entraînement. J'ai vu que tu faisais ça. C'est pas ce que j'avais demandé. Ensuite, le E de DESC.
j'exprime ce que j'en ressens sans porter de jugement de valeur. Là, tu trahis la confiance que je t'ai donnée, on avait fait un pacte, tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait. C'est pas agressif que dire ça, c'est un fait. Ensuite, le S, c'est pour suggérer des voies d'amélioration. Donc moi, maintenant, je propose qu'à l'avenir, on fasse ça, que toi, tu te prennes en main sur cet aspect-là, moi, j'apporterai ça. Voilà comment il faut qu'on fasse si on veut dépasser ce problème qu'on a en ce moment. Et donc, pour finir, le C, conclure l'entretien sur un plan d'action. Plan d'action. Conclure sur un plan d'action. Quand vous faites une critique à quelqu'un, il repart avec la critique, il rumine la critique pendant des heures, des jours, des nuits. Dès qu'on met les gens dans l'action, ils arrêtent de ruminer là-haut. C'est simple, hein? Là, pour le coup, on est un petit peu robotisé. Quand quelqu'un est en train de se poser des questions, de douter, de se questionner, mettez-le sur le terrain, faites-lui faire quelque chose. Quand on est dans l'action, on commence à arrêter de cogiter. Alors, comment s'y prendre pour faire une critique? Et l'intelligence émotionnelle, elle nous sert à ça. Quand vous arrivez et que vous dites « toi, t'es une buse, toi, t'es nul », ça, c'est à chier. Tout ce que vous avez tous déjà entendu, fatalement. Là, on est vraiment dans le trip des critiques maladroites qu'on évoquait tout à l'heure. La première des choses, c'est de rester précis. J'explique ce qui a été bien fait. J'explique ce qui a été mal fait. Je pointe les choses. Je parle de ça, de cette action, de ce comportement, de cette décision qu'on avait convenue ensemble. Rester précis, ça veut dire aussi ne pas tourner autour du pot. Vous en avez tous vu des coachs ouais, mais écoute, il faudrait qu'on parle. Bon, il y a un truc là, je ne sais pas trop comment te le dire. Bon, c'est pas moi, bien sûr, hein, qui le pense, mais bon, il faudrait que je te le dise parce que tu comprends, ça pose un problème. On m'a dit que. Ça, j'ai déjà entendu souvent. On me rapporte que, on me dit que, aucune valeur. Hein. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Soit la personne qui doit faire une critique me dit « je pense que, je sais que », soit telle personne a dit que, telle action, tel comportement n'a pas été mis en avant. Okay? Restez précis, pas tourner autour du pot, exposer le problème directement et dire ce que vous en pensez. Et dire ce que vous en pensez. Quand tu fais ça, ça me met en colère. Je ne vis pas une crise de colère quand je dis ça. Quand je te vois tricher là à l'entraînement, moi ça me met hors de moi. Je le dis, je l'extériorise, plutôt que de le massacrer en plein pendant l'entraînement. Ce qui est important aussi sur l'aspect de la précision, c'est qu'on fasse une critique négative ou un compliment, la précision est de même nature. Si je vais voir à quelqu'un à la fin d'un match, ouais, bon match, hein. Ouais, t'as bien joué, ouais, c'était bien, aucune valeur non plus. Quand tu fais ça, quand tu défends sur ce joueur-là et que tu le laisses à tant de points, ça nous apporte, bien joué. Quand tu fais ça sur ce jeu-là, toutes les relations d'extrapasse que tu envoies, impeccable. Les points que tu as marqués là, bien. Par contre, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'en plus, tu as essayé de défendre sur lui alors que jusqu'ici, ce n'était pas trop ton truc. Sur ces deux aspects-là, tu corresponds exactement à ce qu'on avait dit. Continue sur cette voie-là, la précision, y compris dans le compliment et dans le retour positif, y compris là. Et ça, du coup, ça donne de la valeur parce que ça nous ramène à l'action, au terrain, à ce qu'on avait dit. Et si vous dites, on connaît le truc classique, hein, lui, c'est un scoreur, il ne défend pas. Si vous allez le voir, 26 points ce soir, nickel, mais surtout, tu t'es mis à défendre. Et là, moi, ce que j'ai vu, ça correspond exactement à ce qu'on attend. Vous remontez la machine à motivation pour un bout de temps et il va continuer à défendre ce que vous attendez aussi en même temps. La précision, elle est importante, tant dans la critique négative que dans la louange. Après la précision, donc être très précis sur ce qu'on dit et pointer les choses qui sont faites et être factuel, c'est-à-dire exposer les faits et ne pas critiquer l'individu. Ne jamais dire « tu es »,« je pense que tu vaux »,« tu », etc. Par contre, tu fais ça. Quand tu fais ça, ça pose un problème. Vraiment rester sur des faits. On ne se rend pas compte à quel point, souvent, on s'adresse à des personnes et on les fragilise, on les martyrise en s'adressant à leur personne, alors que ce n'était pas le but qu'on avait. La plupart du temps, ce n'est pas pour faire mal. Rester sur des faits. Le point suivant, c'est proposer une solution. On a un problème, effectivement, on a un problème. Alors maintenant, je te propose une solution pour essayer de régler ce problème. Tu es d'accord pour qu'on essaie de le régler? Donc déjà, vous allez voir s'il y a la volonté de continuer à travailler ensemble. Moi, je te propose cette solution-là. Toi, qu'est-ce que tu peux me proposer aussi? Impliquer les gens dans l'amélioration par rapport aux choses qu'ils ont fait qui ne correspondaient pas à ce qui était attendu. Moi, je te propose qu'on fasse ça. Est-ce que toi, tu as des idées? Et on peut arriver à créer un consensus pour repartir du bon pied. Si toutefois on le veut, hein, bien sûr. Être présent. J'ai vu, et j'hallucine quand j'apprends ça, je sais qu'on est à l'ère des nouvelles technologies, des coachs qui allument leurs joueurs par SMS.
C'est incroyable. C'est sûr que les SMS, c'est pratique. C'est vrai que les mails, c'est bien. Des coachs envoyaient un mail à leurs joueurs pour dire au fait, c'est bon, on n'a pas besoin de toi samedi. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle de la lâcheté. Il faut un peu de courage dans la vie. Quand on n'est pas d'accord avec les gens, on va leur dire. Si on essaye, je ne pense pas que ça soit un exercice si difficile. Si je suis précis, si je suis factuel, si je mets en évidence des choses incontestables, de quoi j'aurais peur? Et donc, comme je le mets là sur la diapo, c'est faire les choses entre quatre yeux. Et je ne passe pas par un intermédiaire non plus, je ne passe pas par l'assistant pour dire que « Ah ben écoute, tu sais, le coach, il pense que… » etc. Juste du courage, factuel, entre quatre yeux, on dit ce qu'on a à dire. On est dans un rôle où on nous demande de décider, et on est dans un rôle où parfois on nous demande de faire passer des messages qui ne sont pas positifs et qui sont durs. Ok, on le fait, mais on a le courage de le faire en direct. Et puis encore une fois, soyez sensible, sentir l'impact de ce qu'on dit. Est-ce que la personne se décompose? Est-ce qu'elle commence à faire des grimaces, à rentrer en colère? Est-ce qu'elle est comme ça et qu'elle n'en a rien à faire? Sentir l'impact de ce qu'on dit. Parce que ça aussi, ça va nous aider sur la suite de la relation avec la personne. Et là, j'avais remis bannir l'ironie. Bannir l'ironie dans l'ensemble, mais surtout lorsqu'on évidemment on est en train d'émettre une critique à quelqu'un. Ce n'est pas le moment de faire de l'ironie. Là, il faut être très rationnel dans ce qu'on fait. Ce qui est certain, c'est que les critiques blessantes, elles ont fatalement un effet destructeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, parce qu'il y a des fois, quand vous avez épuisé toutes les solutions pour positiver, écouter, être factuel, être précis, aller faire un peu d'empathie, comprendre, etc. Si vous avez fait tout ce job-là, c'est réglé, si le joueur ou la joueuse ne veut pas jouer le jeu. Là, vous pouvez y aller. Mais ce que je vous propose et ce que je vous demande, c'est d'essayer de vous donner toutes les cartes et tous les atouts en main pour arriver à tirer le meilleur des gens qu'on vous confie. Après, si vous avez tout tenté, vous êtes encore une fois, vous êtes à l'aise pour, s'il le faut, sabrer une personne. En sachant par contre les conséquences que ça aura. La personne, elle se mettra sur la défensive, elle prendra ses distances. Ok, elle n'a pas voulu jouer le jeu, donc au bout du compte, on peut y aller. Maintenant, si par chance vous êtes dans la peau de celui à qui on fait des critiques, mais que la personne qui vous fait des critiques s'appuie au moins sur quelques-uns des points que je viens de vous donner, à ce moment-là, se dire « Ok, il ou elle me fait la critique. Je pars du postulat que c'est une information qui va m'aider à évoluer, à positiver. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est simplement parce que il doit me faire ce retour, ok, je le prends en compte et j'y vais, je vais essayer d'en tenir compte. » C'est essayer de se dire, ne pas tout de suite se mettre dans une attitude défensive, mais où il va me chercher là? Qu'est-ce qui vient m'enquiquiner? Essayer de dire, ok, je m'ouvre, je vais écouter déjà ce qu'il a à me dire et voir s'il est possible d'en discuter. Donc ne pas se mettre dans une attitude défensive et, aussi difficile que ça soit pour certains, assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités. Ok, il me fait une critique, on avait convenu de ça, je ne l'ai pas bien fait. Je suis responsable. C'est un fait. Assumer ses responsabilités et pas essayer de se planquer. Si l'expérience est trop dure, demandez le report, c'est-à-dire si on vous envoie des critiques, admettons, il y a plein de gens qui ne sont pas très habiles, qui justement, quand vos émotions montent après un match, viennent vous allumer. Où est le problème dans le fait de dire « je veux bien qu'on en discute, mais je préférerais qu'on attende lundi ». Et là, on en discutera, l'un et l'autre, on sera posés, on évoquera le problème, je ne fuis pas le fait qu'on en discute, mais je préférerais qu'on reporte un peu la discussion. Je ne vois pas où est le problème. Ne pas hésiter à reporter des discussions qui sont un peu difficiles à vivre pour vous dans l'instant parce que ce n'est pas le bon moment. Ça vous permettra peut-être aussi de ne pas tenir des propos que vous regretteriez ou de ne pas avoir des explosions d'émotions incontrôlées. Et puis se dire que dans la critique, il y a certainement l'opportunité de travailler ensemble à la résolution du problème. C'est-à-dire que les gens qui vous critiquent et qui évidemment dans plein de cas ne sont pas précis, ne sont pas factuels, n'amènent pas de solution, une fois qu'ils vous ont fait votre critique, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on essaye de travailler là-dessus? La plupart des gens critiques tournent les talons et vont voir ailleurs. J'ai compris ce que tu m'as dit, j'ai compris, je suis motivé, on va continuer à travailler ensemble. Qu'est-ce que tu me proposes qu'on fasse? Et là, vous revenez sur la construction d'un équilibre de la relation et la co-construction, la résolution du problème. Si la personne vous dit « non, je ne veux pas le savoir, etc. », vous savez à quoi vous en tenir, mais vous aurez été noble dans votre attitude et vous avez montré que vous avez essayé, encore une fois, d'apporter votre pierre à l'édifice. Quelques mots sur l'assertivité. C'est un truc qui me semble crucial, et on finira là-dessus sur cette intervention. C'est quelque chose qui me semble crucial par rapport à l'empathie, en ce sens qu'il y a une dimension supplémentaire par rapport à l'empathie. Alors, la définition, c'est celle-là.
je trouve qu'elle ne me parle pas à moi, peut-être qu'elle parlera à certaines ou certains d'entre vous. Expression libre de toutes émotions vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. Pour moi, c'est un peu du chinois, mais bon, expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers. Donc ça voudrait dire, c'est un truc que je fais, mais qui n'a pas d'émotion dans la relation avec l'autre. Vous pourriez me dire, qu'est-ce qui nous en parle alors que c'est une intervention sur l'intelligence émotionnelle. Ce qui me semble clé là-dedans, et c'est là que je rebondis sur la définition qui était proposée de l'empathie tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une attitude dans laquelle je m'affirme tout en respectant l'autre. Si l'empathie c'était, et je vous ai dit que c'était pas ça, mais si l'empathie c'était se mettre à la place de l'autre, on fait fausse route, c'est pas ce qu'on attend de nous. Je ne dois pas me mettre à la place de l'autre, je dois me mettre à ma place à moi. Par contre, je me mets à ma place à moi tout en respectant l'autre, en respectant son histoire, sa culture, ses engagements, ses contraintes, ses difficultés. Tout ça, je vais le respecter, mais je suis à ma place à moi et je m'affirme. Parce qu'on attend de moi que je m'affirme, pas que je m'allonge devant quelqu'un qui veut me faire croire ce qu'il veut me faire croire. Donc, je me respecte, je m'exprime directement, mais en revanche, j'éprouve de la considération pour l'autre. Vous voyez la dimension plus par rapport à l'empathie, cette dimension plus qui est celle de l'affirmation de soi, tout en allant voir un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Il semblerait qu'il y ait 4 attitudes générales qui permettent de définir une grande majorité des comportements humains. Les 3 premières, ce sont la fuite, ensuite la manipulation, ça l'être humain adore ça, et ensuite l'agressivité. Donc soit je fuis, soit j'essaye de manipuler, soit je rentre dedans. Pour ces 3 premières attitudes, la plupart du temps ça se fait de façon réflexe, c'est-à-dire qu'on ne le pense pas, ça jaillit comme ça, c'est défensif, c'est pour se protéger, c'est pour marquer un territoire, et ça se fait de façon réflexe, et la plupart du temps ça arrive ça lorsqu'on est dans une situation difficile, où on vit du stress, des tensions, où on a des problèmes de gestion du temps. Et il y en a une 4e qui est celle de l'assertivité, où le but du jeu, c'est d'essayer de rester, même dans les situations difficiles et les situations de conflit, de rester dans une grande qualité de communication. Et ça ne veut pas dire faire le béni oui-oui, ça veut dire j'ouvre les canaux de communication, je suis à l'écoute de ce que les personnes veulent me dire en face, même si elles ne sont pas contentes, même si elles crient, etc. Et j'essaye de me respecter en respectant l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans une situation de conflit, j'écoute ce que tu as à dire, moi je vais t'exprimer mon point de vue, et au bout du compte, en arriver à dire « Ok, on a discuté tout ça, je ne suis pas d'accord avec toi ». La plupart du temps, quand on a un échange, un conflit ou autre, celui en face de nous attend de nous rallier à son avis, qu'on finisse par dire « Ok, tu as raison, bon finalement je suis d'accord avec toi ». Quand je suis dans l'assertivité, je peux très bien rester sur mes principes, mes valeurs. Par contre, j'ai pris soin d'écouter, on n'était pas d'accord sur ce que tu as dit, on a discuté, je te donne mes arguments, tu me donnes les tiens, on finit par « Écoute, j'ai pris le temps, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi et sache que la décision qui va être prise quand c'est de votre ressort, je vais la prendre et je vais faire ça ». On est dans une grande qualité de communication et on s'affirme en même temps. Et ça me semble vraiment important parce que ça permet de montrer qu'on est sensible à ce que les autres éprouvent tout en restant le patron quand on est dans la position d'être le patron. Et pour mieux appréhender cette histoire d'assertivité, je vous propose une clé qui est celle de faire le distinguo entre être communicant et être relationnel. Relationnel, pensée relationnelle, fusionnelle, etc. Être communicant, c'est je suis ouvert à ce qui se passe devant moi. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas m'aller. Il y a des choses avec lesquelles je ne vais pas être d'accord. Ok, mais au moins je suis ouvert. Je ne suis pas d'emblée en protection avec les avis des uns et des autres. Alors qu'être relationnel, c'est être relié pour le coup, être attaché, être dépendant. La relation, c'est quelque chose de fréquent, hein, puisque c'est le minimum incontournable dans tout échange. La communication, c'est plus rare, parce que c'est quelque chose qui doit être conscientisé, qui doit être élevé à un certain niveau, et ça amène à une humanisation des échanges. Et dans humanisation des échanges, je prends toujours les précautions, c'est pas naïveté dans les échanges, c'est prise en compte des gens qu'on a devant nous. Et quand vous avez quelqu'un de tordu en face de vous, vous avez intérêt à humaniser l'échange. C'est-à-dire de vraiment vous rendre compte que cette personne, elle est tordue et qu'elle veut peut-être vous manipuler, vous agresser, etc. Or, si je me mets d'emblée dans une position défensive ou de fuite, je ne vais pas pouvoir vérifier tout ça. Donc, je sais que c'est petit, que ça ne doit pas forcément bien se voir, c'est la seule diapo qui est un peu petite. La colonne qui est là, c'est être communicant, avec d'autres adjectifs pour expliquer. C'est-à-dire que quand je suis communicant, je suis ouvert, je suis empreint de considération. Pour moi, l'individu compte plus que l'information, parce qu'on sait bien que quand une info est donnée, elle est portée par un individu qui a une histoire, qui a des a priori, qui a des préjugés.
Et au bout du compte, les deux interlocuteurs en sortent gagnants. Alors que quand je suis relationnel, je suis dans le copinage par moment, je suis dans la manipulation, je suis dans le conflictuel. Je considère que l'information compte plus que l'individu, donc je nie les individus qui sont en face de moi et je cherche avant tout à gagner au détriment de l'autre et à imposer mon point de vue. L'idée, c'est de se dire que dans le cadre d'un conflit, l'assertivité elle est utile parce que la plupart du temps, ce qu'on considère comme une attaque personnelle, la plupart du temps, c'est simplement une tentative de l'autre de nous dire ce qu'il ressent. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise et qui le seul moyen de dire qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ne sont pas à l'aise, c'est de péter les plombs, de rentrer en colère ou autre. Ça peut être, écoute, j'ai l'impression que tu es fatigué ou qu'il y a un problème, on va en parler du problème. Mais si on reste braqué sur la manifestation d'émotion de l'autre, au bout du compte, on n'avancera pas. Quand quelqu'un vous agresse ou vous fait un reproche, souvent, pas tout le temps, souvent, il vient vous faire part de son inconfort, il vient vous faire part de ses craintes, il vient vous faire part de son stress. Essayez dans un premier temps de vous dire que c'est ça qui l'extériorise auprès de vous. Après, évidemment, si ce n'est pas de cette nature-là, il faut réagir vite, mais donnez-vous au moins cette possibilité-là. L'idée, c'est qu'en laissant à des personnes qui sont un peu sensibles l'opportunité de s'exprimer, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça permet de désamorcer les bombes relationnelles. Et évidemment, là, comme ça, c'est facile à dire, mais en y réfléchissant un petit peu plus, quand vous vous trouverez dans une situation de conflit, et il y en aura encore plein, essayez de se dire ça. Un athlète n'est pas seulement tout ce qu'il nous montre, il est tout son vécu, il est toute son enfance, il est toute son histoire, il est tous les coachs qu'il a déjà eus, il est l'éducation qu'on lui a donnée. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lui pardonner, ça veut dire qu'il faut être intransigeant avec les règles et les valeurs que vous avez fixées. Simplement avoir à l'esprit qu'il est tout ça. Et souvent, du côté de l'entraîneur, on voit que l'apparence du comportement qu'on essaye de donner. Alors même nous, le comportement qu'on donne, il est aussi sous-tendu par des doutes, des craintes, des espérances, des échecs et des choses comme ça. Donc il faut essayer d'être un petit peu humble par rapport à tout ça. Et une base, c'est d'essayer de ne pas avoir peur de s'ouvrir. Et souvent, et quand on est jeune entraîneur, on se dit, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas que je sois trop proche, il ne faut pas que je parle trop, il faut que je montre que je suis sûr de mon coup. Et on a peur de s'ouvrir à ce que l'autre a à dire. Et c'est un tort parce qu'on a beaucoup à apprendre, non seulement des autres, mais de nos plus anciens aussi. Je discutais de ça avec Philippe Leniam hier, et je pense que la plupart du temps, les gens qui ont vécu beaucoup plus d'expériences que nous et qui ont été dans des situations difficiles, etc., on se prive d'un apport phénoménal quand on ne les écoute pas. Alors peut-être que dans certains cas, ils vont essayer de vous imposer leur point de vue, voire de vous manipuler, peut-être. Mais si vous êtes assertif, vous allez vous rendre compte qu'ils veulent vous manipuler, et néanmoins, vous resterez sur votre prise de décision. Pour autant, vous vous donnez les moyens de choper un petit bout de leur expérience que vous n'avez pas encore construite. Et ça, c'est vraiment important. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que fatalement, on n'est pas entouré par des gens très communicants dans le sport de haut niveau. Ça, c'est une certitude. Sauf que les rares coachs qui essayent de fonctionner comme ça suscitent vite l'adhésion de leurs joueurs, arrivent vite à faire reconnaître la qualité de leur travail. Alors c'est vrai que parfois, ils finissent par se faire virer comme d'autres parce qu'ils perdent des matchs et qu'il y a aussi ces enjeux derrière qu'il ne faut pas négliger, économiques, médiatiques, etc. Pour autant, ils continuent à cheminer dans leur carrière de coach et à faire un travail de qualité. Et donc pour finir, l'assertivité, c'est surtout pas l'attitude dans laquelle j'accepte tout sans rien dire, c'est surtout pas ça. Au contraire, je ne dois surtout pas être dans la posture de celui qui accepte tout sans jamais ouvrir la bouche, parce que si j'accepte tout sans me manifester, je ne suis pas dans l'assertivité, je suis dans la négation de soi. Autrement dit, je n'existe pas. Chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, ok, je baisse la tête et je fais. Je n'existe pas, je ne m'affirme pas. Quand on a un poste en responsabilité, et ce n'est pas une question de niveau, responsabilité, ça veut dire on nous confie un groupe, on doit s'affirmer, on doit le faire. On doit être généreux, mais on doit ne surtout pas nier la personne qu'on est. Et donc, l'assertivité, c'est essayer d'associer, je sais que c'est un petit peu un grand écart et que ce n'est pas toujours si facile, associer deux qualités qui, jusqu'ici, pouvaient sembler contradictoires. D'une part, l'affirmation de soi et d'autre part, le respect d'autrui. Si on le regarde très schématiquement, on dira si je le respecte ou si je le respecte trop, je ne peux pas m'affirmer. Et si je m'affirme et que je ne tiens pas compte de l'autre, c'est très bien comme ça, ok. Sauf que dans les deux cas, on perd une partie du potentiel de travail qu'on a avec les gens qu'on nous confie. Voilà, j'en ai fini sur cette première intervention. Est-ce que vous avez des questions qui vous viendraient ici ou là? Et le cas échéant, il faudrait un micro peut-être pour des gens dans les tribunes.